Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors, dans notre dernière vidéo, nous avons parlé de la constitution et de l'établissement de l'Empire colonial français du XIXe siècle. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la politique coloniale qui en sort pour la Troisième République. Nous allons voir ça en trois grands points. On a d'abord la conquête et l'installation de l'administration. Deuxièmement, il s'agit de mettre en œuvre, de mettre en valeur et d'exploiter l'administration telle que voulue par la métropole. Et troisièmement, dans toute administration, on parle de représentation et de reconnaissance des populations. C'est ce que nous verrons, c'est ce que nous allons voir concrètement en reprenant quelques exemples par-ci par-là. Et vous allez voir, ce qui se passe dans les colonies ne différencie pas énormément de ce que l'on connaît dans toute conquête et toute domination impériale. Il y a des résistances. Alors commençons par la question de la conquête et de l'administration politique. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les guerres et les traités de paix pour régler ces conflits sont à la base de tout impérialisme et de tout colonialisme. On a par exemple le cas de l'accord de paix de Makoko-Brazza, une ville africaine. Et parfois, dans le cadre de ces conquêtes, on a une modification du statut des territoires occupés pour une domination plus forte de la métropole. Un exemple concret, un autre territoire africain baptisé Dahomey est reconnu comme un protectorat en 1878, avant de devenir une colonie en 1894. En conséquence, son roi a été banni. Et oui, dès le moment où on passe d'un protectorat à une colonie, cela signifie que l'autorité métropolitaine exerce directement sa responsabilité sur le territoire. Mais toute la population de chaque territoire occupé est loin d'être unanime à ce sujet-là. Certains résistent et tentent de revendiquer l'indépendance de leur territoire. Ils ne sont pas très nombreux. D'autres acceptent de collaborer de bonne foi ou même de manière beaucoup plus radicale avec les occupants. Et ça fait un peu penser à ce que nous connaîtrons en France au cours de la Deuxième Guerre mondiale, entre 1940 et 1944. Mais ça, on le verra dans le programme de terminale, si vous voulez. Les collaborateurs travaillent soit directement au sein de l'administration, soit avec l'armée, soit sont incorporés dans l'armée dans des corps coloniaux, dans des corps d'armée coloniaux. Au niveau civil, on a quelque chose de particulier. Une administration coloniale civile est instaurée par la métropole et pour la métropole. Un ministère des colonies est fondé en 1894, histoire de structurer l'administration. On l'a vu assez rapidement, les statuts varient d'un pays à l'autre. On a des protectorats, ce qui signifie que l'on a la tutelle d'un territoire par la métropole avec un résident général qui applique la politique voulue par la métropole, mais à ses propres lois.
les colonies sont directement sous l'administration directe des colons français. Mais certaines de ces colonies sont directement incorporées au sein de la métropole en tant que département, ce qui signifie que c'est un département comme n'importe quel département de métropole. On a le cas de l'Algérie qui, quelques décennies après avoir été conquise en 1830, est directement incorporée à la métropole. Donc, voilà pourquoi, pour beaucoup de descendants de colons français ou de personnes d'ascendance algérienne qui sont installées en France maintenant, l'Algérie, c'est la France, ou c'était la France. Donc, dans toutes ces conditions, la population est contrôlée. Dans la plupart des cas, ils ne sont même pas reconnus comme des citoyens à part entière. Dans les colonies, c'est pire, ce ne sont que des sujets, comme si on était sous une sorte de monarchie. Des sujets. On ne reconnaît pas leurs valeurs. On tente de reconnaître... Bon, les peuples colonisés tentent de se faire reconnaître par les colons. Ces derniers acceptent de les reconnaître sous une certaine forme afin de mieux les contrôler. On a par exemple la formation de grands cadres par les fameuses écoles coloniales. Ce sont des écoles d'administration permettant aux colons français de former une élite des, des territoires colonisés comme si c'était des élites françaises. On surnomme ces nouvelles élites empereurs de la bourse pour leur pouvoir économique et administratif. Donc, ces élites locales francisées revendiquent leur assimilation aux valeurs de la métropole. Par exemple, Blaise Diagne, qui, au cours de sa vie, a agi au nom de la France. Et il a même été jusqu'à se faire élire député. Il a pu siéger au Palais Bourbon. Aujourd'hui, ça peut surprendre, mais certains membres des élites coloniales ont pu devenir députés par la suite. Au XXe siècle, on a le cas de Léopold Sédar Senghor pour le Sénégal ou Félix Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire. C'est une autre histoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et au moment où on administre ces nouveaux territoires, ces colonies, il est nécessaire de les exploiter et de les mettre en valeur pour bien faire comprendre que ces colonies appartiennent bien à la France, comme pour n'importe quelle autre puissance coloniale. Certaines colonies accueillent de nombreux colons français. Bien sûr l'Algérie, puisque c'est un département français, mais aussi la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Indochine, comme le Laos, le Tonkin, la Cochinchine. Les causes soutenues sont l'éducation des peuples soumis, considérés comme inférieurs, afin de les réévaluer et d'apporter la civilisation. On a aussi la lutte contre les épidémies, avec les apports scientifiques et médicaux, avec les médecins venus de métropole. Depuis 1848, on a interdiction d'exploiter les indigènes comme esclaves.
C'est strictement interdit depuis 1848. Mais au niveau des, au niveau des campagnes, les ouvriers indigènes ne sont pas mieux exploités ou mieux traités que des esclaves, assez loin de là. Et en plus de ça, au niveau de l'éducation et, et de tout ce qu'on obtient, on a peu de résultats hors des grandes villes, comme Alger, Dakar, Saïgon. Dans les grandes villes, les indigènes sont bien intégrés, bien assimilés, alors que dans les campagnes, la résistance est visible, d'une, et de deux, de par l'absence d'éducation typique française depuis des siècles, les paysans et les agriculteurs restent tels qu'ils étaient avant, avec les cultures que l'on a. Et pire encore, on a un appauvrissement. Ce qui, ce qui pose d'énormes problèmes dans la politique de valorisation des colonies. L'objectif, c'est de développer l'agriculture, le commerce, les infrastructures de transport et d'importer le plus de matières premières nécessaires en France à bas prix. Les principaux contributeurs sont les compagnies concessionnaires, des compagnies privées recevant des missions de la part du gouvernement. Par exemple, on a des compagnies de minerais de fer qui, qui importent en France les minerais de fer nécessaires depuis les mines jusqu'au port afin de les rapatrier. On a aussi le cas de fruits exotiques, comme la banane, qui jusque-là n'était pas très présente sur les tables françaises. Et on finance directement les colonies par des taxes et des impôts, voire le travail forcé, ce qui est de moindre lourdeur, de, de moindre sévérité que dans le cas de l'esclavage, où la personne reconnue comme esclave est traitée comme des objets. On traite les hommes avec plus d'égard, mais c'est de la manœuvre. Donc, on peut faire un peu tout et n'importe quoi, avec un peu de respect, mais pas beaucoup plus. Et dans ces conditions, on peut se poser des questions en matière de représentativité et de différenciation. En effet, on n'est pas traité de manière égale dans les colonies. Le fonctionnement est très loin du modèle démocratique défendu par la France sur ses territoires métropolitains. On a la représentation parlementaire strictement réservée aux citoyens français. Et éventuellement, par la suite, à certains membres de l'élite qui peuvent être reconnus comme députés par la suite. En 1887, on crée le fameux Code de l'indigénat, accordant des droits aux fameux sujets coloniaux, mais inférieurs aux citoyens. Certaines reconnaissances, certains droits, mais dans le strict respect des codes établis. Donc, on est classé à part, ce qui ressemble énormément à ce qui a existé en Afrique du Sud au moment de la domination anglaise, tout d'abord, puis par la suite, après l'indépendance de l'Afrique du Sud de l'Empire colonial britannique dans les années 1960, à ce qui se pratiquait entre les années 1960 et 1990, la politique dite de l'apartheid. L'apartheid, c'est la stricte séparation
par la loi des, des types de population blanches ou noires, donc selon des codes de couleur, ce qui est typique du racisme très présent dans les mentalités du 19e siècle. Dans ces conditions, avec ce qui se passe dans les colonies, on viole les principes des droits de l'homme et du citoyen défendus par la Déclaration du 26 août 1789 et qui est pourtant très présente dans les droits français. Ce qui fait que, même avant la Deuxième Guerre mondiale, la France bafoue un certain nombre de ses principes pour administrer ses territoires. Tout cela est justifié par des théories racistes très en vogue à cette époque et soutenues par les scientifiques et influençant la vision européenne sur les peuples colonisés. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les Africains sont considérés comme beaucoup plus proches du singe que de l'homme blanc. Par problème de développement, de tous les propos qui aujourd'hui, de par l'éducation que nous avons suivie, seraient totalement incongrus, incompréhensibles, mais qui à cette époque étaient dans la logique même de ce qui est défendu par la société de classe et d'ethnie. La haute bourgeoisie n'y échappe pas. On diffuse même cette fameuse culture coloniale à travers des peintures orientalistes. On a des expositions coloniales, dont la plus connue en France est celle de 1931. Si vous visitez le bois de Vincennes maintenant, à l'heure où je diffuse cette vidéo, il y a encore des panneaux pour vous présenter comment était présentée l'exposition coloniale de 1931 et comment étaient perçues les populations d'Afrique, d'Asie, à cette époque-là, dans les années 1930. Donc il n'y a pas si longtemps, du temps de vos grands-parents, voire de vos arrière-grands-parents. Si vous avez des questions plus familiales, n'hésitez pas à en parler. Donc, dans tout ceci, on diffuse des images exotiques. Présenter les Africains et les Asiatiques comme des êtres exotiques. Le message est clair. L'homme domine la nature. L'homme civilisé domine les territoires autrefois sauvages et est capable d'apporter la civilisation à des peuples soi-disant arriérés. Donc, voilà où on en est. Un principe de domination de l'Europe sur le reste du monde, comme il se faisait au XVIe et au XVIIe siècle. L'esclavage en moins. Mais, avec ces rivalités, les puissances européennes continuent de se juger, de se contrôler, et cela alimente de très très fortes tensions. Et par des principes de rivalité et de volonté de puissance, tout cela conduit peu à peu à un climat favorable à la guerre. Et c'est le sujet de notre prochaine vidéo sur comment l'Europe précipite le monde dans une nouvelle guerre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner un petit pouce bleu si tel est le cas, à donner des commentaires, à vous abonner si vous avez envie de suivre le programme, voire plus. Et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo sur les débuts de la Première Guerre mondiale. Bonne révision!